J'ai ici un rapport assez redoutable, rapport sur l'informatisation de la société. La télématique, ça s'appelle, et c'est l'ère nouvelle qui est annoncée dans ce rapport très important et qui a été publié aujourd'hui par messieurs Simon Nora et Alain Ninck. Rapport établi à la demande du président de la République. La télématique, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le triomphe de l'ordinateur. C'est l'informatique orchestrant toute notre vie pour nous distraire, pour nous faire travailler, pour organiser la sécurité sociale, la poste, la banque, bref, la révolution de l'ordinateur qu'on croyait derrière nous et qui reste encore à accomplir. Demain, annonce M. Nora, toutes les techniques, aujourd'hui séparées, de la presse, du téléphone, de la télévision, de la poste, fusionneront pour organiser ce monde de la télématique, avec ces gigantesques réseaux relayés par des satellites organisés par des ordinateurs. Notre vie quotidienne, le marché de l'emploi, la concurrence internationale, les rapports entre les individus, l'organisation de la société, tout en sera bouleversé. Ce sont des perspectives fascinantes, mais aussi inquiétantes ô combien, que résume François de Closet. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux pionniers de l'informatique. Vous l'avez compris, cette vidéo ne date pas d'hier, c'est une vidéo qui date de 1978. Et en 1978, deux journalistes français, à la demande du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, ont fait une étude très complète de 900 pages sur la révolution annoncée de ce qui s'appelait à l'époque la téléinformatique, la contraction d'informatique et de télécommunication. Cette étude est restée célèbre parce qu'elle annonce avec beaucoup de précision tout ce qui s'est passé. Et je dois vous avouer qu'il y a une semaine, je m'apprêtais à dire à ce moment-là qu'ils n'avaient commis qu'une seule erreur, messieurs Nora et Ninck. L'erreur d'annoncer beaucoup dans leur présentation que les satellites allaient être l'outil qui permet aux ordinateurs de communiquer. Je m'apprêtais à vous dire il y a une semaine qu'en fait c'était plutôt des fibres optiques, souterraines, sous-marines, qui jouaient ce rôle-là à l'heure actuelle. Or, vous avez peut-être vu passer l'information, Elon Musk, il y a exactement une semaine, a annoncé sa volonté de commercialiser un Internet par satellite avec 4425 satellites envoyés en orbite basse autour de la Terre. C'est dire que, mine de rien, Simon Nora et Alain Ninck ont vraiment vu juste il y a quelques années. Ils ont vu le futur un petit peu avant les autres. Et ce soir, c'est précisément à des gens qui ont aussi vu le futur qu'on a proposé de venir à cette soirée. Des ingénieurs, des professeurs, des entrepreneurs aussi, qui ont vu aussi qu'il y avait du potentiel du côté de l'informatique. Ils n'ont pas seulement vu, ils ont aussi fait l'informatique. C'est à eux qu'on doit les développements de ces dernières années. Pour commencer cette soirée, j'aimerais vous présenter notre premier invité. Il s'agit de Yves Bolognini. Yves est un entrepreneur, ingénieur lausannois, qui en 2002 s'est dit qu'il était dommage d'envoyer à la décharge toutes sortes d'ordinateurs qui certes n'étaient plus utilisés, mais qui représentent tout un patrimoine, qui représentent le souvenir d'une société dans laquelle on vit et qui est en train de devenir tout numérique. Il en a fait un musée, le musée Bolo, qui est ouvert en permanence à l'EPFL de Lausanne et qui est venu à nous, certains d'entre vous sont déjà allés faire une courte visite, sont venus à nous avec 10 machines en état de fonctionnement qu'on pourra tester. Vous aurez l'occasion de voir le musée Bolo éphémère à la suite de cette présentation à 8h30. Donc, mesdames, messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Yves Bolognini. Ça fonctionne, c'est l'informatique, c'est fantastique. L'informatique actuelle aussi. Ok, donc effectivement, j'ai créé ce musée avec des amis, avec l'association qui a aussi organisé la présentation, qui a amené les machines aujourd'hui. Ce musée, donc en 2002, donc juste peut-être une petite précision, la collection, je l'ai commencé seul en 1995 déjà, donc ça fait encore
plus de temps que le musée lui-même. Et ensuite, j'ai été regroupé par des amis pour faire tout ce qu'on a fait ces 20 dernières années et arriver à un musée installé à l'EPFL. Ce que je veux vous présenter ce soir, en fait, c'est j'ai réfléchi un petit peu pourquoi c'était important de faire ce qu'on fait avec le musée depuis 20 ans. Je me suis dit, une manière d'arriver à ça, de savoir ce qui est important et pourquoi c'est important, c'est de partir sur les missions d'un musée, tout simplement. Donc je suis allé voir le site de l'ICOM, le Conseil international des musées, et ils indiquent que les 5 missions du musée, c'est acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre. Donc je vais reprendre un peu ces termes et puis parler de l'importance dans le cas de la conservation d'un patrimoine informatique et vous montrer des cas concrets et comment on a fait avec le musée Monod. Vous pouvez le voir tout de suite, il y a Joël Micou qui est là, on retrouvera tout à l'heure dans la table ronde. Au niveau de l'acquisition, donc acquérir une collection dans un musée. Dans le cas de l'informatique, il y a un réel patrimoine, un patrimoine industriel, bien sûr, ce n'est pas un patrimoine comme on a parfois l'habitude, c'est plutôt un patrimoine technologique, mais un vrai patrimoine, un patrimoine en danger. Pourquoi il est en danger? Principalement parce que l'informatique, ça va vite. Et puis on se dit, voilà, on a un vieux PC, on n'en a plus besoin, on va changer par le prochain, donc on va le mettre à la casse. Ah. Merci. Je disais que l'informatique ça marche, mais en fait. Voilà, donc effectivement, le patrimoine en danger, donc l'informatique va très vite, on a tendance à mettre les objets à la casse lorsqu'on n'en a plus besoin. Il y a un autre aspect plus pratique, en fait, c'est que les ordinateurs dans les années 60-70, ils prenaient beaucoup de place. Et donc ça devient de plus en plus difficile de les trouver parce que ça prend de la place, on a besoin de place, donc on jette. Un exemple peut-être de problème de place, c'est ce que je vous ai mis en haut à gauche, là, c'est le CREI 2 de l'EPFL, qui, vous le savez certainement, en tout cas pour une partie d'entre vous, était dans les couloirs de l'EPFL pendant de nombreuses années. Il avait été posé là, avec une fiche explicative quand même. Et puis au fur et à mesure, eh bien, cet objet est devenu un objet qu'on ne regarde plus en passant à côté, parce qu'on a l'habitude qu'il soit là. Et finalement, il y a quelqu'un à l'EPFL qui a décidé que cet espace était important pour les apéros VIP. Donc il fallait mettre des tables, de plus en plus de tables, parce qu'il y avait de plus en plus de VIP. Et donc il a fallu une personne qui heureusement fait partie de l'association des Amis du Musée Monod, pour vraiment entendre au bon moment la bonne chose et se dire voilà, il faut absolument sauver cet objet, ce CREI 2 qui avait été acheté plusieurs dizaines de millions de francs dans les années 80, qui était l'ordinateur le plus rapide du monde en 1985, donc c'est pas rien quand même au niveau du patrimoine, et donc c'est une machine qui a été déplacée au musée Monod, qui maintenant fait partie des collections du musée. Voilà, donc c'était un exemple, je ne vais pas vous faire toutes les photos, mais c'était un exemple un petit peu de montrer qu'il y a un vrai patrimoine et que ce patrimoine est en danger. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en informatique, il y a des objets, mais il y a aussi des histoires. Et ce patrimoine et des histoires est aussi en danger, tout simplement parce que les pionniers, là on a une belle pochette, les pionniers, ben voilà, au bout d'un moment, ils ont un certain âge, et puis il faut aller les chercher au bon moment pour obtenir les histoires. Donc ça a toujours ce côté, ça c'est un peu pour tous les musées, le côté patrimoine matériel et immatériel. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir raconter l'histoire de l'ordinateur, mais pas seulement de l'ordinateur tout seul, que l'on voit, il y a ici un SMACI, un CREI 2. Ce qui est important aussi, c'est de raconter l'histoire qui tourne autour. Je vous ai mis ici le logo de Apple, le premier logo de Apple en 1956. Il n'a pas duré longtemps ce logo, heureusement, parce qu'on peut le dessiner, ça ne va pas être facile. Donc, pourquoi? Parce que voilà, c'est aussi l'histoire des entreprises, c'est aussi l'histoire aussi dans ce cas-là des pionniers. Donc il faut pouvoir raconter ça. Pourquoi une machine à écrire? Parce qu'une machine à écrire, ça a disparu. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu des traitements de texte et puis on n'a plus besoin de machine à écrire. Donc ça c'est important aussi, et dans nos collections, on conserve aussi quelques machines à écrire, quelques consoles de jeu, quelques calculatrices.
reprends un petit peu le thème d'acquérir, mais dans le cadre vraiment du musée Bollot. Donc, comme j'ai dit, la collection c'est dès 1995, j'ai commencé tout seul en ayant trouvé un Apple II dans la rue à Chavannes-Prévenant, près de l'EPFL, quand j'étais étudiant. Voilà, je l'ai mis en fonction, j'ai vu que voilà, je ne connaissais pas du tout les Apple II à l'époque. Voilà, j'ai commencé à programmer dessus directement, enfin, voilà, je me suis bien amusé. Et comme j'étais très collectionneur, j'ai aussi collectionné les ordinateurs. Aujourd'hui, la collection Musée Bollot est une des plus importantes d'Europe. On a plus de 2000 ordinateurs. Je l'ai dit, les ordinateurs c'est une chose, on a aussi tout ce qui est consoles de jeux, machines à écrire, la documentation bien sûr, hein, que ce soit des livres, des magazines, il y a énormément de choses. Du matériel type imprimante, les périphériques, les joysticks, enfin tout ce qu'il faut en fait pour vraiment raconter une histoire complète de l'informatique. Un aspect très important de la collection, c'est l'informatique suisse. Ça, j'y tiens absolument. J'ai découvert ça assez rapidement quand je collectionnais, en rencontrant le professeur Nicou en 1996. Je me souviens que c'était en 1996. Et il m'a présenté les développements faits à l'EPFL, notamment les SMACI. J'ai ensuite découvert ce qui avait été fait à l'ETH et ailleurs en Suisse. Une partie qui est aussi importante, mais ça c'est plus par opportunité, c'est qu'on a plusieurs super ordinateurs dans la collection du musée, par le fait qu'on est à l'EPFL, on a pu sauver ce Cray 2, on a sauvé quelques autres Cray, notamment un Cray qui était utilisé pour la météo dans le Tessin. Et puis un peu plus récemment, on a sauvé un IBM Blue Gene, c'est celui qui est derrière moi là. Donc c'était un ordinateur qui était utilisé à l'EPFL pour le calcul jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il a été remplacé par le prochain Blue Gene, ça c'est un Blue Gene P, le prochain c'est le Blue Gene Q qui est actuellement utilisé pour le super calcul à l'EPFL. Donc on a pu sauver avec un partenariat avec IBM, un rack de cet IBM, et l'association des Amis du musée a pu réussir à le faire fonctionner. Donc on fait des démonstrations de ce super ordinateur dans le musée Bollot. Donc là c'est la machine la plus récente de la collection, je crois qu'elle date de 2007. Mais c'est un ancien ordinateur quand même. Et j'ai été patrimoine EPFL, je vous ai expliqué l'histoire du Cray 2. Donc vraiment, on essaye de sauver aussi ce qui peut être sauvé à l'EPFL. On se trouve à l'EPFL, donc on est bien placé pour ça. Malheureusement, j'ai l'impression que l'EPFL n'a pas tellement cette fibre de conserver le matériel, le logiciel, tout ce qui est développé à l'EPFL. Et on ne parle pas seulement d'informatique, mais de tous les autres domaines aussi. Et donc pour ce qui est de l'informatique, on fait ce qu'on peut pour le conserver. Alors conserver, voilà, je termine sur le terme conserver. Donc le conserver dans le cas d'un musée, c'est pas seulement acquérir, mais c'est aussi faire en sorte que ce matériel soit vivant, que ces objets soient vivants. Dans le cas de l'ordinateur, c'est particulièrement vrai, parce que l'ordinateur, c'est pas simplement un objet éteint, c'est vraiment une machine qui doit fonctionner. Et donc c'est important pour l'association des Amis du musée et pour le musée en général d'avoir des ordinateurs fonctionnels. Donc là, on fait tout ce qu'il faut pour. Et aussi avec le logiciel. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine tout de suite. On se dit, bon ben voilà, on va allumer l'ordinateur comme ça, voilà, c'est un objet vivant. Ben non, parce qu'il faut encore le logiciel, sinon c'est pas vraiment comme ça qu'il était utilisé à l'époque. La documentation, bien sûr, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ici, vous avez le dernier don de livre que j'ai reçu avec le livre de Dijkstra, les principes d'informatique. Donc ça c'est pour les livres, les magazines, et bien sûr les modes d'emploi, etc. Conserver, c'est justement réparer, nettoyer, inventorier, classifier, archiver, etc. Donc là il y a tout un travail qui est fait avec l'association des Amis du musée. Et là c'est mon fils qui a une dizaine d'années, qui joue avec une console de jeu, parce qu'une console de jeu ça doit fonctionner, et donc il faut que ça soit réparé. Au musée Bollot, donc l'association des Amis du musée, c'est l'association d'abord de passionnés, bien sûr, mais aussi de personnes compétentes. Beaucoup de personnes d'associations qui viennent de l'EPFL, qui sont des ingénieurs en informatique ou autre chose, ils sont des personnes compétentes, et surtout des personnes qui s'intéressent aussi à la vieille informatique, parce que c'est pas toujours évident, hein, c'est pas simplement allumer Windows, il faut retrouver le logiciel, parfois il faut mettre des compétences on n'imagine pas typiquement des compétences de chimie, hein, lorsqu'on
condensateur qui explose, il faut faire attention justement pour pas que ça arrive. Donc, voilà, des compétences vraiment très diverses pour faire fonctionner ces anciennes machines. Et je vois M. Caillot qui reconnaît ici le premier serveur web. Donc là, c'est la machine Tim Berners-Lee où il y avait eu le premier serveur web. Et le CERN nous a demandé à l'association de venir récupérer les données qui se trouvaient sur ce disque dur. Naturellement que c'est une relique, hein, c'est un objet unique, c'était le premier serveur web, donc il fallait faire très attention, il y a eu tout un travail pour ouvrir la machine délicatement, pour aller chercher les données sans qu'elles s'abîment, donc il y a eu tout un travail. Alors, comme j'ai dit, donc, les restaurations, il y a la recherche de logiciels, l'inventaire, le tri, ça c'est un travail de conservation classique. Et puis, comme je parlais justement du premier serveur web, un aspect qui est très important aussi, c'est qu'on a le matériel, on a le logiciel, on a les compétences, donc on peut aller faire de la sauvegarde de données numériques. Et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus maintenant, c'est des personnes qui viennent soit avec une disquette, soit plus difficile avec des disques durs anciens, etc. Et puis on se dit, ben, voilà, il faut absolument sauver ces données. Parfois, ce sont des données importantes pour le métier de la personne, par exemple. Et donc, il faut aller les sauver, et on a les compétences pour le faire. C'est quelque chose qu'on pourrait à l'avenir pour faire avancer le musée, qu'on pourrait monnayer, qu'on pourrait faire un service de récupération de données numériques. Pour les personnes qui ne sont pas encore allées voir l'exposition qu'on a amenée ici, vous verrez dans cette exposition une copie d'un Apple I qui a été réalisée par l'association des Amis du Musée. C'est donc une copie à l'identique avec des composants de l'époque et tout. Donc il y a eu un énorme travail qui est derrière avec un projet de crowdfunding qui a permis de financer cela. Et il y a quelques membres de l'association qui sont allés en Californie rencontrer Steve Wozniak, qui s'est fait un plaisir de signer la photo de notre réplique. En haut, vous avez des smakies à l'exposition qu'on a fait le week-end passé à Zurich. Au niveau de l'étude, alors, c'est bien beau d'avoir une collection, de la conserver, mais il faut réfléchir à ce qu'on peut montrer avec tout ça. Et ce qui est important pour nous, c'est de se dire, bon, voilà, effectivement, il y a une évolution technologique, mais pas seulement. Il y a une évolution de la société à côté de cette évolution technologique. Donc, ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie d'expliquer, c'est l'histoire du rapport entre l'homme et l'ordinateur. Une histoire de ce rapport entre l'homme et l'ordinateur, mais aussi parler du passé, du présent, mais aussi du futur, parce que c'est sur les éléments du passé qu'on va pouvoir construire les avancées technologiques de demain. Comme je disais, il y a une partie suisse qui est très importante dans nos collections, donc là aussi, il y a une étude qui est particulièrement importante, notamment pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est la partie suisse. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'interfaces avec la première souris de Douglas Engelbart, la première souris développée pour les Smaky, puis vendue par Logitech, et puis ensuite, un peu vers le futur, ça c'est un WizKid qui est un élément d'interface qui ne nécessite pas d'avoir une interaction touchée, hein, c'est simplement avec des gestes qui a été développé sur le campus des PFL. Et puis voilà, après le futur, on peut imaginer plein de choses, vous allez toucher sur sa propre main pour interagir avec des ordinateurs. Au musée Bollon, au niveau de l'étude, donc, comme je l'ai dit, on veut parler du passé, du présent, du futur, et pour ça, on va se baser sur les collections. Il y a eu un travail assez important qui a été fait pour l'exposition actuelle au musée, qui a été fait entre 2009 et 2011, sur la disparition de l'ordinateur. Donc, on avait réfléchi comment justement toucher un peu large public, que simplement poser des objets et puis dire voilà, ben ça c'était l'ordinateur 1955, ça c'est celui de 1985. Donc, on a réfléchi, on s'est dit bon, voilà, il faut un thème un petit peu plus amusant, un petit peu plus grand public justement. Et donc on s'est dit voilà, l'ordinateur devient de plus en plus petit et il va disparaître de l'œil humain. Donc voilà, on a fait toute une recherche, on a fait finalement une enquête policière avec des pistes, avec des témoins, avec des preuves. Voilà, finalement, on a fait cette exposition là, sur un grand mur qui a pas mal de succès et qui, justement, le but, c'est de présenter ça à différentes générations et pas seulement à des geeks. On a beaucoup d'idées pour le projet futur, mais ça, c'est un petit peu le
problème, c'est que pour l'instant, on est tous bénévoles, qu'on a un budget très limité, mais on aimerait beaucoup faire évoluer ce musée. On en reparlera à la fin. Voilà, au niveau de l'informatique suisse, on a commencé à faire des recherches, on a commencé à interviewer les pionniers. Vous avez en haut à droite Peter Todt, qui est le concepteur de la Cora 1. Certainement vous connaissez ni la Cora 1 ni Peter Todt, et pourtant la Cora 1, c'est le premier ordinateur suisse qui a été commercialisé. C'était un ordinateur qui a été développé à Zurich pour l'armée suisse. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler, c'est que c'était secret défense. Voilà. Mais c'est un vrai ordinateur numérique. Voilà. Je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce que sinon je me raconte des heures. Mais on a rencontré Peter Todt, il est venu à l'inauguration en 2011. C'est un monsieur qui a maintenant, je pense, quelque chose de 85 ans. Bon, là, c'est un élément du premier ordinateur qui a été utilisé à l'EPUL, donc l'ancien nom des PFL. C'est un tout petit élément d'une énorme machine qui était la Zebra, un ordinateur à lampe. Exposé, donc voilà, je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, montrer plus qu'une évolution technologique, des thématiques humaines. Hein, donc là, la disparition de l'ordinateur, c'est quelque chose qu'on sent, on se dit, ben voilà, l'ordinateur il disparaît, c'est bizarre, c'est pas simplement quelque chose de technologique. Comme je disais aussi, un des buts de l'association, c'est de présenter l'objet original et en fonctionnement. Et on aimerait beaucoup exposer le logiciel, mais ça, c'est pas toujours facile. Surtout que voilà, on n'a pas toujours la possibilité de présenter tout le temps les objets en permanence en fonctionnement. Et donc, c'est un peu difficile de voir présenter le logiciel, mais il y a un vrai challenge. Je vous ai mis HAL avec 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'une de nos idées pour le futur serait d'avoir une exposition sur la science-fiction et l'ordinateur. On pense qu'il y a énormément de choses à dire sur le cerveau, le cerveau électronique dont on parle dans les livres de science-fiction. Et on a des très bons rapports avec la Maison d'Ailleurs. On a déjà travaillé ensemble. Donc la Maison d'Ailleurs, le musée de la science-fiction à Yverdon, on a déjà travaillé ensemble et fait des événements ensemble. L'ordinateur en fonctionnement ici, un Mac qui est utilisé par une jeune demoiselle. Et bien sûr, Windows version 1.0. Au musée Bollot, donc l'exposition, la collection date de 2025, l'exposition la première en 2002, l'exposition repensée pour un plus large public, disparition programmée en 2011. Donc l'idée voilà, d'aller plus vers le grand public. Plus récemment, il y a eu des portes ouvertes à l'EPFL, et pour les portes ouvertes, il y a Logitech qui nous a proposé d'investir en fait toute une partie du musée. Donc on a la chance d'avoir maintenant une très belle exposition avec tous les produits Logitech, des premiers ordinateurs, parce que Logitech a fait des ordinateurs, jusqu'aux éléments pour le gaming aujourd'hui, etc. Et ça, c'est en tout cas jusqu'à la fin de l'année, voire un petit peu l'année prochaine. Je vous invite à venir voir l'exposition Logitech. Pour les événements, on fait des démonstrations, on fait des visites guidées, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on sort des objets originaux avec le logiciel. C'est un petit peu difficile lorsqu'on est dans un espace qui est ouvert à l'EPFL d'avoir toujours du matériel ancien qui n'est pas sous vitrine. Avec le credo qui justement se trouve maintenant au musée, on a pu le sauver. Transmettre, la dernière mission du musée, c'est transmettre. Donc il y a tout l'aspect culture numérique, c'est dans le sens large, hein, c'est-à-dire voilà, tout ce qui tourne autour du numérique, c'est quelque chose qui est important de transmettre, notamment aux jeunes. Dans la culture numérique, il y a la découverte justement pour les jeunes, de se dire mon Dieu, c'est vrai que c'était comme ça avant, mais alors ça j'y crois pas. Ou la nostalgie des anciens qui découvrent par exemple un superbe M360, un de mes ordinateurs préférés, je trouve ça absolument fantastique, avec toutes ces couleurs en plus. Donc il y a le côté découverte, le côté nostalgie. Et puis dans la culture numérique, c'est aussi se dire, ben voilà, le smartphone que j'ai dans les mains, là, finalement, d'où ça vient. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que je pouvais toujours surfer sur Internet? Ah non, Internet, ça n'existait pas. Bon, pas d'accord. Et puis, naturellement, moi j'aime beaucoup aussi le côté art. On a eu des collaborations avec l'ECAL, avec d'autres écoles d'art, des étudiants qui viennent au musée pour utiliser les objets
pour en faire des œuvres d'art, que ce soit de la photo ou autre chose, ou autrement utiliser les pixels pour en faire des œuvres d'art. Là, c'est une œuvre de Marc Bern, un Suisse que j'aime beaucoup. Au musée Golo, donc là, côté transmission, donc les événements, donc on participe à beaucoup d'événements, que ce soit dans le musée Golo ou ailleurs, comme aujourd'hui par exemple. La nuit des musées, je l'ai mis là parce que c'est le gros événement de l'association des amis des musées. Donc je vous invite à venir en septembre au musée Golo, c'est juste de la folie. Là par exemple, on a souvent un mur de télé, on a un ami qui est fan de télé et qui branche des Commodore 64 ou des Amiga sur des murs de télévision. Assez impressionnant. Donc on fait des visites guidées pour les jeunes et les moins jeunes, donc ça c'est le côté découverte ou nostalgique. On a une collaboration avec beaucoup de musées, que ce soit le musée de la main, j'ai dit la maison d'ailleurs, et plusieurs collaborations, ou entreprises avec Logitech. Et la photo la plus récente là-haut avec Daniel Morel, les deux présidents de l'EPFL et moi-même qui visitons la nouvelle exposition de Logitech. On a beaucoup de projets, naturellement, si on a l'argent, si on a le temps, etc. C'est toujours pareil, d'ateliers, de colloques, justement pour transmettre cette histoire. Voilà pour un peu les missions qu'on se donne, les missions qu'on a réussi à accomplir, celles qui sont plutôt pour le futur. J'aimerais terminer en fait sur une note peut-être un petit peu moins rose, c'est que le musée Golo a un avenir un peu incertain. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est un projet important, qu'il y a quelque chose à faire, que c'est vraiment important de conserver tout ça et de transmettre. Malheureusement, on a des assez gros problèmes, notamment pour le financement des locaux de stockage. Et l'année 2017 devra être une année où on va devoir trouver des solutions. Et donc, je passe le message que vraiment on a ce besoin de financement pour les locaux de stockage. C'est un minimum. Et pour la suite, c'est ce que j'ai mis en bas, on aimerait vraiment aller vers une professionnalisation. Le musée existe depuis maintenant longtemps. Il est reconnu par l'association des musées suisses, etc., comme tous les musées professionnels, et pourtant on n'en est pas encore un. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire pour évoluer, et on ne peut plus tellement évoluer en étant entièrement bénévole. Voilà, j'espère que je vous ai fait passer le message de l'importance de conserver tout ça, et puis je vous souhaite une bonne suite de soirée.